Bonjour et bienvenue dans les 4V, Gérald Bonjour. Darmanin. La tragédie, le cauchemar, la désolation, ce sont les mots qui reviennent pour essayer de raconter le drame vécu par les Marocains depuis le séisme de vendredi soir et comment évidemment ne pas compatir avec les Marocains. Les besoins sont immenses. Hier soir, le Maroc a accepté l'aide de 4 pays, l'Espagne, l'Angleterre, le Qatar et les Émirats arabes unis, mais pas celle de la France. Quel est le problème avec le Maroc aujourd'hui? Le Maroc et la France sont deux pays frères. On a évidemment, je veux évidemment avoir une pensée extrêmement forte pour les milliers de personnes touchées au Maroc. La France se tient à disposition du Maroc. Le Maroc, c'est un grand pays africain qui a une grande protection civile. Et s'il pense, et c'est bien normal que d'une manière ou d'une autre, une aide internationale peut être au rendez-vous, la Hmm. France sera là. Mais On a sinon, des moyens qui sont prêts à partir aujourd'hui? je sais, le président de la République nous a demandé d'y travailler, mais je sais que le Maroc a une grande protection civile et est capable de répondre à ce genre de difficultés tout seul. Mais il y a aussi de la politique. On sait que les relations diplomatiques sont compliquées entre nos deux pays depuis plusieurs mois. Il n'y a plus d'ambassadeur du Maroc en France. Ça peut être lié ou pas, Gérald Darmanin? Non, je ne le crois pas. Encore une fois, la tragédie qui touche le sud du Maroc touche tout le monde, touche tous les Français. Et nous sommes vraiment à la disposition de Mm. nos amis marocains. Mm. Est-ce que vous pouvez nous confirmer l'information de nos confrères du Parisien selon laquelle le roi Mohamed VI était en France au moment du séisme? Je n'ai pas à parler de ce genre de choses. Mm. Mais il était là, vous le savez ou vous ne le savez pas? Je n'ai pas à commenter ce genre de choses. D'accord. Parce qu'en général, un ministre de l'Intérieur est concerné quand un En chef général, d'État le ministre de étranger... l'Intérieur est tenu au secret dans toutes ses fonctions. Donc voilà, Bon, donc on n'en saura pas plus. Venons-en à la guerre difficile contre les trafics de drogue dans nos villes, dans nos cités. On voyait encore un sujet à Nîmes dans le journal de 7h30. C'est la bataille de Stalingrad, avez-vous dit. Personne ne remet en cause votre volonté de lutter. Des moyens importants sont déployés. On a beaucoup parlé de cette fameuse unité CRS-8. Mais tout cela, visiblement, n'impressionne pas les trafiquants. On continue de compter les morts, de plus en plus souvent les victimes collatérales. Et hier matin encore, à Nîmes, dans cette fameuse cité où la CRS-8 a été déployée, la cité Pisevin, on a eu 2 personnes blessées par balle. Que comptez-vous faire? Que pouvez-vous faire de plus? Alors, ils ont été blessés par des éclats de verre, mais ça ne change rien au drame que connaît Nîmes et que connaît notamment ce quartier, qui est un quartier extrêmement dégradé, pour m'y être rendu plusieurs reprises. C'est 16 000 habitations, vraiment dans une désolation urbaine. Donc la police, d'abord, elle est là pour l'urgence, mais c'est pas elle qui structurellement change un quartier, change la façon de vivre d'un certain nombre de villes de France. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on lutte contre la drogue, on lutte contre 3 choses, très rapidement. D'abord, on lutte contre des organisations criminelles qui ne doivent pas grandir. On ne peut pas éradiquer totalement le trafic de drogue, celui qui vous dit ça est un menteur. En revanche, de limiter la pieuvre, l'organisation criminelle, capable ensuite de corrompre des fonctionnaires, de tuer des journalistes, de tuer des avocats, de tuer des hommes politiques. C'est ce qui se passe aux Pays-Bas. Lorsqu'on a laissé tomber la lutte contre la drogue, la France, elle permet, par son travail, par ses policiers, ses gendarmes très courageux, C'est pas de forcément limiter. le sentiment des habitants de ces quartiers qui ont l'impression que l'emprise est de plus en plus forte Alors, sur les ça quartiers. dépend où. Il y a des moments où c'est plus difficile. Je prends l'exemple effectivement de Nîmes, parfois de Marseille ou du Vaucluse. Il y a des endroits où, Il y a Nice heureusement, aussi. il y a eu des réussites. Mais regardez, cette nuit à Nice, il y a eu 6 interpellations qui permettent de démanteler une filière dans le quartier des Moulins, à la demande de Christian Estrosi. Donc, nous avons des réussites. Je regarde dans l'agglomération lilloise, à Roubaix, à Lille-Sud, on a beaucoup de réussites. En Seine-Saint-Denis, cet été, j'ai eu l'occasion de le dire, pas un homicide du fait du trafic de drogue, mais il y a des endroits, et c'est encore très difficile. Et c'est parce qu'il y a des policiers, des gendarmes courageux qui ne faut rien lâcher. Maintenant, vous savez, regardez ce qui se passe dans le monde. La drogue, elle touche tous les pays du monde, et notamment les pays occidentaux. Aux États-Unis, il y a le fentanyl et il y a l'ice qui tue, première cause de De mortalité. drogue de synthèse. Ouais. Oui, mais première cause de mortalité chez les Américains de moins de 50 ans. Ce qui n'est pas encore arrivé sur le territoire national, sans doute parce que la police et la gendarmerie française font un excellent travail. Mais ça veut dire que c'est un combat qui va prendre des années. Mais c'est un combat qui date du début, si j'ose dire, de la lutte contre toute forme d'addiction, toute forme de difficulté sanitaire, et qui sera poursuivie encore pendant des années et des années, Mais on bien a l'impression évidemment. que ça s'arrête. Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il va y avoir une unité d'investigation nationale qui va Non, mais être... il y a les moyens, créée. il y a les moyens de la police et de la justice, incontestablement. Mais d'abord, s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas d'offre. Ouais. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Donc chacun a une part de responsabilité. Vous savez, les consommateurs occasionnels de cannabis, c'est entre 10 et 15% de la population. Ben, si c'est 10 à 15% de gens qui nous écoutent peut-être arrêter de consommer des cannabis, prendre un rail de coke, prendre un joint, ça peut paraître festif comme ça, mais en fait, vous faites vivre des trafiquants qui font des règlements de compte, qui tuent des gamins de 10 ans. Vous êtes en partie responsable de Justement, ce qui se passe. Donc ouais. le consommateur qui nous écoute est responsable de cette situation. Le consommateur, maintenant, quand il se fait prendre, il peut payer son amende forfaitaire par carte bleue ou en liquide tout de suite, au moment où il est pris. Est-ce que c'est pas un peu les déresponsabiliser? Parce qu'on se dit finalement, bon, c'est pas plus grave qu'un PV pour stationnement gênant. Je me fais prendre, je paye mon PV, et puis je passe à autre chose.
Alors d'abord, ce sont les premières fois où vous vous faites prendre, puisque ensuite vous êtes considéré comme un récidiviste et donc c'est une réponse pénale, prison. Donc ça, c'est pas une amende à répétition. Deuxièmement, c'est une amende pénale, c'est sur votre casier judiciaire. Elle vous empêche après de passer des concours de la fonction publique, d'accéder à un certain nombre de choses extrêmement importantes. Et puis troisièmement, ce sont toujours des moyens de réponse très rapides. Avant, ce qui se passait, c'était quoi? J'étais maire d'une commune à Tourcoing. Quand on chopait quelqu'un qui avait un joint dans la rue, on l'emmenait pas en garde à vue, on le mettait pas en prison. On lui disait, bon allez, va-t'en, et on prenait son joint, on l'écrasait par terre. Ça, c'était la pire des réponses que pouvaient faire les policiers. Aujourd'hui, chacun a une réponse. Ce qui est certain, c'est que le consommateur, il a une clé, une grande clé de la peine de quartier pour éviter les règlements de compte et pour éviter le désagrément extrêmement grave que fait naître la drogue. À propos de trafic de drogue et de délinquance en tout genre, quel bilan pouvez-vous faire de l'opération de démantèlement des bidonvilles à Mayotte qui a été lancée il y a presque 6 mois maintenant? Ça avait fait grand bruit, on en est où aujourd'hui? Alors à Mayotte, une situation s'est rétablie. Il y a moins 10% de violences physiques, moins 20% d'agressions Par sexuelles. rapport à quoi? Par rapport à il y a 6 mois? Par rapport au fait que nous avons commencé cette opération, donc il y a à peu près 5 mois en effet. Nous avons sur 59 chefs de gang, délinquants connus, pu arrêter 55 personnes grâce au raid et au GIGN qui sont aujourd'hui en prison, soit à Mayotte, soit à La Réunion, soit dans l'Hexagone. Nous avons détruit 400 habitats illégaux, ce qui a permis à la rentrée scolaire à Mayotte de se dérouler, hormis un fait à Mamoudzou, de façon extrêmement positive. Et eu 1300... il y a 15 000 enfants non scolarisés en ce moment à Mayotte. C'est un autre problème. C'est un autre sujet. On ne peut pas dire que la rentrée scolaire est tout à fait satisfaisante. D'un point de vue de la sécurité, moi je suis ministre de l'Intérieur. Ouais. Je pense que j'ai déjà assez de travail comme ça. Et sur 1300 interpellations de personnes qui, plus ou moins, étaient soupçonnées par la police et par la gendarmerie de commettre des actes de délinquance, la paix publique a été rétablie à Mayotte. À Mayotte, il y a d'autres problèmes, vous avez raison. Il y a un problème de l'eau extrêmement important. Il y a une sécheresse à Mayotte du fait d'un phénomène climatique et d'une absence de nappe phréatique. Donc il faut qu'on règle ce problème. Mais cette opération aux côtés de nos amis elle est terminée? Elle est terminée, cette opération? Non, nous la continuons parce que nous avons 7 escadrons de gendarmerie mobile sur place à Mayotte et que nous avons augmenté de 50% le nombre de policiers à Mayotte. Qui vont rester jusqu'à quand? Qui resteront, voilà. Ils sont pérennes. Exactement, il faut qu'à Mayotte, nous ayons la paix publique assurée pendant les mois. C'est un département français dont on le doit à nos compatriotes mahorais. Charles Darmanin, est-ce que vous faites, comme le Rassemblement national, un lien direct entre trafic de drogue, qu'on évoquait tout à l'heure, et immigration en France? Non, mais il y a des personnes immigrées, et notamment des mineurs isolés, qui sont exploités par des réseaux de délinquance. C'est le cas à Marseille, c'est le cas à Nîmes, par exemple, qui effectivement participent au trafic de drogue. Mais il y a aussi beaucoup de trafiquants français. Ouais. Et donc, malheureusement, le côté lucratif de la drogue, entre 25 000 et 100 000 euros d'argent liquide par jour pour un point de deal, attire tout le monde, quelles que soient les nationalités. Donc, ce n'est pas un problème lié strictement à l'immigration? Il y a un problème de drogue et de la mondialisation. D'abord, comme je l'ai dit, une partie de trafiquants, ou une partie de choufs, comme on dit, sont des personnes étrangères en situation irrégulière, mais ce n'est pas la majorité du genre. Le chouf, c'est ceux qui surveillent, c'est les petites mains. Exactement, et on les prend mineurs, et on les prend sans papier, parce que, quand je dis on, c'est les réseaux criminels, parce qu'évidemment, quand la police les arrête, il faut qu'ils cherchent leur identité. Une fois qu'ils sont mineurs, ce n'est pas la même réponse pénale. Et puis, on y travaille avec le garde des Sceaux pour changer cela. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est qu'il y a eu 900% de containers de plus sur les mers du monde en 10 ans, la mondialisation. Et les trafiquants, aujourd'hui, que nous poursuivons, ils sont dans les États du Maghreb, ils sont dans le Golfe Persique, et malheureusement, à distance, ils commandent des arrivées de drogue au port du Havre, au port de Marseille. Et donc, il y a un lien entre l'étranger et la drogue, mais il n'y a pas un lien égal entre les étrangers et les trafiquants de drogue. À propos du projet de loi sur l'immigration, je dois vous avouer que je suis un peu perdu. Donc je voudrais bien, si vous êtes d'accord, qu'on fasse questions simples et réponses simples. Ce sera quand? Le 6 novembre au Sénat. Et à l'Assemblée? Sans doute janvier-février, ça dépendra des débats budgétaires. Donc ça veut dire un texte voté au printemps sur l'immigration? Exactement. Texte voté au printemps. Il y aura un ou deux textes? Il y aura un seul texte. C'est le texte présenté par le gouvernement dès le début, qui a d'ailleurs été adopté par la commission des lois du Sénat, c'est-à-dire par la majorité. Donc dans lequel il y aura à la fois le volet répressif contre les délinquants, c'est ça, et le volet social, entre guillemets, pour régulariser les travailleurs dans les métiers en tension. Ce texte est très important, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a deux volets en effet. Le premier, c'est dur avec les étrangers délinquants, ce qui permet au ministère de l'Intérieur aujourd'hui de ne pas pouvoir expulser des étrangers qui ont commis des actes de violence. Demain, je pourrais le faire grâce à ce texte. Ouais. C'est normal, les gens qui viennent chez nous, ils doivent bien se comporter. Et puis, il y a un volet qui est d'intégration, les gens qui travaillent, les gens qui nettoient les bureaux, qui travaillent dans les restaurants, qui travaillent dans le BTP, qui ramassent les fraises dans le Vaucluse, et ben on va pouvoir les régulariser. Donc, sinon, aucun casier judiciaire. Ça, c'est clair. Beaucoup, comme Jordan Bardella ou Éric Ciotti, réclament un référendum sur l'immigration, alors après une modification de la Constitution. Est-ce que vous y seriez favorable, ou un référendum sur ce sujet-là? De manière générale, consulter le peuple, moi, j'y suis jamais défavorable. C'est une décision du président de la République. Il a évoqué le fait que lui-même pouvait reprendre cette proposition. Mais comme vous l'avez très bien dit vous-même,
M. Bardella ment un peu aux gens, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui, dans l'état de la Constitution actuelle, c'est l'article 11, consulter les Français sur l'immigration. Il faudrait donc modifier... Ils ne mentent pas puisqu'ils expliquent qu'il faut le faire. Non, mais après, là où il y a une volonté, il y a un chemin, dit-on. Bien sûr, politique. mais ce ne serait pas immédiat. Donc, entre-temps, il faut voter un texte, parce que sinon, c'est comme ce rat, on ne verra rien venir. Il faut pas prendre les Français pour des idiots. Ils savent très bien comprendre les explications des femmes et des hommes politiques. L'article 11 de la Constitution, qui permet de consulter les gens, ne prévoit pas le référendum sur l'immigration. Il faut donc d'abord réformer la Constitution pour ensuite... Mais en tout cas, le ministre de l'Intérieur que vous êtes, il est plutôt favorable. Si le citoyen Gérald Darmanin est favorable à la consultation du peuple en général et sur l'immigration, bien sûr. Est-ce que vous souhaitez revenir sur le traité de 68 avec l'Algérie qui, pour faire simple, facilite les échanges migratoires entre nos deux pays, surtout ceux de l'Algérie vers la France? Édouard Philippe, hier soir sur TF1, disait que lui, ce texte n'avait plus de raison d'être. Je pense que c'est une question extrêmement compliquée parce que c'est un sujet sensible, on le sait. C'est un sujet sensible, mais indépendamment de ça, c'est un sujet compliqué parce qu'il y a des pays avec lesquels nous n'avons pas d'accord, comme l'Algérie, et pour autant, nous n'arrivons pas pour autant à mieux expulser les personnes qui seraient délinquantes sur le territoire national. Donc c'est pas parce qu'il y a un accord qu'on y arrive mieux, manifestement, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'accord qu'on n'y arrive pas. La vérité, c'est que quand on a fait l'accord de 68, ça date au lendemain de la guerre d'Algérie, on a imposé aux Algériens des visas. Il y a des pays avec lesquels on n'a pas de visa. Donc ce n'est pas tout à fait vrai non plus que cet accord 68 permet la libre circulation. C'est même assez faux, mais je pense que le président de la République réfléchit évidemment à améliorer nos relations en général. Il n'est pas question de supprimer ce traité aujourd'hui. C'est au président de la République que de décider. C'est un traité international. Vous lui refilez beaucoup de ballons aujourd'hui. C'est un traité international et je pense qu'avec nos amis algériens, je pense que notre relation d'amitié est tellement forte, notre histoire est tellement parfois difficile qu'on ne peut pas en quelques instants comme ça, quand on est en responsabilité, mettre la main sur l'histoire. Gérald Darmanin, vous ne cessez de dire que la menace terroriste est très forte en France, y compris la menace venant de l'étranger. Ouais. La Coupe du Monde du rugby est-elle une cible selon vous? Y a-t-il une menace particulière qui pèse sur ce mondial? Alors, à notre connaissance, il n'y a pas de menace particulière pour la Coupe du Monde du rugby, mais comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il y a 12 millions de personnes qui vont aller dans les stades, dans les bars, circuler en France, des centaines de milliers de spectateurs, et quand il y a le 4e événement au monde, ça peut attirer effectivement un acte terroriste. Ce qui se passe au Sahel, la reconstitution de cellules terroristes, au Levant, malheureusement, Irak, Afghanistan, nous inquiètent de menaces dites projetées, des menaces de l'extérieur, comme pour le Bataclan, qui viendraient en France ou en Occident. Et c'est d'autant plus vrai pour les Jeux Olympiques. Il y a aussi... Pardon, mais sur les Jeux Olympiques, est-ce que du coup, il est prudent d'envisager cette cérémonie d'ouverture qui sera sans doute très prestigieuse et très belle, mais aussi très dangereuse en public et en plein air? Alors, vous voyez, comme disait ma grand-mère, morceau à veille n'a plus de goût. On peut déjà regarder ce qui se passe depuis le début de la Coupe du Monde de rugby. Ouais. On m'avait promis beaucoup de difficultés, une cérémonie d'ouverture qui s'est extrêmement bien passée, des matchs qui se passent depuis 4 jours où les policiers et gendarmes sont extrêmement présents, chacun peut satisfaire de l'accueil. Et dans une enceinte qui est close, qui est un stade. Enfin, on m'a parlé plusieurs fois du Stade de France, constatant qu'il y a eu plusieurs matchs au Stade de France avec 80 000 personnes et ça s'est très bien passé. Tant mieux, c'est grâce aux policiers et aux gendarmes parce qu'on fait un travail méticuleux et ce travail méticuleux, nous le ferons pour l'arrivée du pape. Je me rends à Marseille demain, justement parce que nous accueillons le pape François pendant 2 jours à Marseille. Quand le pape vient, il y a une menace particulière là-dessus. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vont accueillir le pape. Nous regardons évidemment avec beaucoup d'intérêt, parce que la France est une cible terroriste de manière générale. Et puis bien sûr, pour les Jeux Olympiques, je voudrais quand même dire que la menace principale, c'est la menace de chez nous, qu'on appelle endogène, pas qui vient de l'extérieur, mais qui est de chez nous. Quelqu'un capable, pas connu des services de renseignement, de prendre un couteau et d'aller dans la rue. Comme on l'a malheureusement déjà connu. De quand date le dernier attentat évité en France, Gérald Darmanin? De quelques semaines. Ça visait qui? Ça visait quoi? De quelques semaines. C'est souvent des jeunes gens radicalisés. C'était endogène ou ça venait de l'extérieur? De notre territoire national. Voilà, c'était des jeunes gens qui voulaient passer à l'acte. Et grâce à la DGSI, grâce à nos services de renseignement qui dépendent du ministère de l'Intérieur, nous avons une cible en particulier, les interpellés qui visaient des cibles en particulier. Lesquelles? Des cibles religieuses, des représentations diplomatiques, mais nous avons su interpeller ces personnes. 2 questions pour finir. Vous répétez en boucle, on n'en fait pas assez pour les classes populaires, ce qui d'ailleurs en agace quelques-uns dans votre propre camp politique. Serait-il pas temps d'en faire un peu plus pour les prix de l'essence qui flambent comme jamais? Pour être clair, est-ce que le gouvernement doit amortir les prix en rognant par exemple sur ces taxes? Alors, cette taxe, elle paye le service public. Donc moi, j'aime pas trop ce débat, puisque les gens qui le proposent, il faudrait qu'ils proposent que le service public en moins pour justement les gens des classes populaires, les gens de chez moi à Tourcoing. C'est eux qui ont besoin du service public, des policiers, du service public de la justice, du service public télévisé. Je ne pense pas que ce soit une question de prix de l'essence, même si on peut toujours regarder. À 2 € litre, ça devient une question. Bruno Le Maire en a fait, je le sais, une priorité, et le gouvernement a su, quelques mois, baisser ce prix en faisant ce travail avec les professionnels. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est le salaire. Vous avez 2 façons de faire. Soit vous faites en fait que les produits soient moins chers, soit vous faites que vous êtes mieux rémunérés. Moi, je pense que le sujet en France, ce sont en très grande partie les salaires.
Et une grande partie des gens qui gagnent 1000, 1200, 1300, 1400 euros, les employés, les ouvriers, ils ne s'en sortent pas alors qu'ils travaillent. Et je pense que les Français, ils s'énervent quand ils voient qu'eux travaillent et qu'ils ont l'impression que d'autres à côté ne travaillent pas et s'en sortent autant. Plutôt sur les salaires et plutôt sur les Et entreprises. donc c'est plutôt sur les salaires. Ma dernière question, parce qu'on arrive au bout, concerne la Nouvelle-Calédonie. Vous avez reçu en fin de semaine des délégations indépendantistes et non indépendantistes. Ils ne s'étaient pas parlé depuis 2019. Donc ça, déjà, c'était presque un fait historique. Il y a déjà eu 3 référendums sur l'autodétermination là-bas, en 2018, en 2020, en 2021. Et à chaque fois, les électeurs ont répondu non à l'indépendance. Est-ce que ça veut dire que cette question de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est définitivement réglée, qu'elle appartient au passé? Ça veut dire que les Calédoniens ont choisi de rester français. Définitivement? Ils ont choisi de rester français. La Nouvelle-Calédonie, c'est un gouvernement autonome avec une citoyenneté calédonienne dans la citoyenneté française. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un territoire, un autre territoire de la République. Et dans notre Constitution, il est prévu pour les peuples d'outre-mer un droit d'autodétermination. Et donc, ce que nous négocions en ce moment, c'est que la Nouvelle-Calédonie reste française, conformément à ces 3 référendums, qu'il n'y ait plus d'épée de Damoclès sur les Calédoniens, parce que quand vous votez tous les 5 ou 10 ans, vous n'investissez pas, quand vous êtes jeune, vous ne vous projetez pas. Et en même temps, il faut prévoir l'exercice de notre droit, de notre Constitution. Donc c'est ce que nous négocions en ce moment. Et j'ai proposé qu'on le fasse pour une fois, historiquement, si j'ose dire, sans date. Et qu'on prévoit un process, mais qu'on ne prévoit pas une date pour que chacun puisse être heureux d'avoir la Nouvelle-Calédonie dans la France. Merci Gérald Darmanin de venir dans les 4V. Merci à vous et bonne journée.